Donc bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Beaumariage et je suis biologiste au sein du laboratoire de génétique de la conservation de Joanne Michaud, que je représente donc aujourd'hui. Et donc moi je suis Jocelyn Borot, je travaille pour le groupe mammalogique breton et on va vous présenter un petit travail qu'on a mené sur l'étude génétique des populations de muscardins en Bretagne. Donc ce boulot-là, il a été réalisé dans le cadre d'un contrat nature. Donc le contrat nature, c'est un plan sur 4 ans, avec des financements du Conseil régional de Bretagne, du Pays de la Loire, des 5 départements de la Bretagne historique. Et on bosse sur les gliridés, les leucodes, les campagnols amphibies, et les petits mustélidés sur toutes les techniques, notamment de détection et sur certaines problématiques de conservation. Donc le muscardin, vous voyez qu'en Bretagne, un peu sa répartition, comme ça, donc on est à l'échelle, MyAtlas échelle 5.5, et en fait la répartition, on la met à jour tous les 5 ans, c'est-à-dire que dès qu'un carré a pas été visité depuis 5 ans, on retourne chercher de la donnée. Donc ça c'est dans le cadre de l'Observatoire des mammifères. Et en plus, on mène des opérations sur les marges. Donc là, c'est dans le cadre du travail sur le contrat nature. Et on mène aussi maintenant des atlas un peu plus locaux à l'échelle de la maille 2 km sur 2 km. Donc on a une assez bonne connaissance de la répartition d'espèces. On fait aussi la semaine du muscardin. Enfin, voilà, on fait plein de travaux sur cette espèce-là pour l'inventorier. Et vous voyez un peu la répartition, comment elle se présente. On a une population autour du pays de Morlaix et Montaré. On a un hiatus, alors que les milieux naturels sont extrêmement... On ne voit pas la différence entre le milieu naturel d'ici et d'ici. Il y a des boisements, il y a des noisetiers, il y a tout ce qui est bon pour le muscardin. Et puis vous voyez ici, plus dans l'est de la région, on voit qu'il y a un peu de la non-connectivité, du moins on n'arrive pas bien à localiser l'espèce, malgré des prospections en long, en large et en travers. Et donc on a voulu, et puis après on a des populations un peu du voir atlantique qui peuvent être connectées ailleurs là, plus à l'est de la région. Et donc on a voulu mener un travail sur la génétique pour voir un petit peu si on ne commençait pas à observer des ruptures dans la continuité écologique des espèces. Est-ce que ça, c'est un noyau qui est vraiment isolé depuis longtemps du reste de la population, ou est-ce qu'il est en lien qu'on ne voit pas, et puis voir un peu l'état de santé de nos populations de muscardins. Donc pour faire ça, on a mené un travail sur 5 stations. Donc vous avez forêt de Huelgoat, dans les Côtes d'Armor, l'UNS qui est Félec, forêt domaniale de Montauban, Corbière, et puis Rouget, donc vous voyez, assez bien réparti. Et comment on a réalisé ce boulot-là? Donc on a mis des tubes, enfin des tubes nichoirs et des nichoirs. Et tout simplement, on a été capturer les animaux et on leur a arraché des poils, des petites bêtes. Donc vous voyez, avec une pression d'environ 100 à 185 tubes par site. On faisait 2 à 4 relevés par an pendant 4 ans. Et l'idée c'était d'avoir au moins 15 à 20 individus par station. Donc on n'a pas réussi à le faire sur toutes les stations. Donc à Forêt de Huelgoat, qui est tout à l'ouest, on n'a pas réussi à atteindre ce niveau de capture d'animaux malgré nos pressions. Et donc là on a été travailler sur les dents de muscardin qui avaient été collectées dans des pelotes de réjection dans des territoires, dans une commune juste à côté. Et je te laisse prendre la suite, Anaïs. Donc pour toute la partie analyse, ça a été réalisé au sein de notre laboratoire de génétique de la conservation à l'Université de Liège en Belgique. Donc le but c'était d'améliorer les connaissances sur la dynamique des populations de gliridés en Bretagne. Pour ça, on a utilisé une série de marqueurs qu'on appelle les microsatellites. En fait, ce sont des petites parties du génome qui sont une sorte de carte d'identité génétique des individus. Donc au total, on a analysé 111 échantillons, dont 95, donc 95 échantillons de poils et 16 dents issues de pelotes de réjection de chouettes effraies. Parmi ces 16 dents, on a pu détecter l'ADN de muscardin dans 12 d'entre elles, donc c'est déjà pas mal. Alors comme on travaille avec du matériel non invasif, donc on n'a pas tué les individus pour obtenir leur ADN, la présence d'ADN est souvent très faible et quand il y en a, il est très souvent dégradé
Donc on a dû appliquer toute une série de filtres pour garantir la qualité de nos données. C'est pour cette raison qu'on a enlevé toute une série d'individus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une trop faible quantité d'ADN, ou encore, comme l'a mentionné Jocelyn, des sites qui étaient sous-représentés. Donc là, on les a supprimés aussi. Ce qui portait au total l'échantillonnage à 72, donc 72 échantillons issus de 4 sites principaux pour les résultats que je vais vous présenter. Donc tout d'abord, on a voulu recontextualiser la position phylogéographique de nos muscardins bretons dans l'arbre phylogénétique. En gros, on a voulu savoir où se plaçait l'haplotype des muscardins bretons dans l'arbre général. Et en fait, comme attendu, il se trouve dans la lignée 1, la lignée majeure numéro 1, côté ouest, donc c'est ce qui est attendu en Europe de l'Ouest, sans surprise, mais il s'agit d'un nouvel haplotype, donc l'haplotype breton. Voilà. On haplotype bien fort. Donc ça, c'était une analyse qui avait été réalisée par ma collègue Alice Mouton. Maintenant, si on passe au résultat de la structuration des populations, vous pouvez voir sur cette carte le résultat. Donc en fait, vous pouvez voir que chaque site forme son propre groupe génétique à part entière. Donc en fait, ça signifie qu'il n'y a pas de grand groupe homogène au niveau génétique à l'échelle de la Bretagne. Et le premier groupe à se différencier des autres, ça c'est important de le signaler, c'est celui des muscardins de Châteaubourg, c'est le premier à se différencier. La deuxième analyse que j'ai réalisée, c'est celle des flux de gènes, pour voir s'il y avait des connexions au niveau génétique, hein, forcément avec les capacités de dispersion du muscardin, ils ne peuvent pas se déplacer d'un site à l'autre, mais voilà, au niveau des générations, on a quand même des flux de gènes. Malgré qu'ils soient très faibles, ils sont quand même présents entre les sites de Plusulien, Montauban et Rouget. Mais Châteaubourg, malgré qu'il soit plus proche géographiquement de deux autres sites, les flux de gènes sont totalement nuls. Donc ça confirme encore une fois son isolement génétique en tout cas. Donc ça c'était pour les flux de gènes entre les sites différents. Maintenant, on a voulu se poser la question à une échelle plus locale. Est-ce qu'il y a des flux génétiques au sein d'un même site? Donc là où les capacités de dispersion du muscardin seraient possibles, en tout cas. Et on s'est posé aussi la question au niveau de la structuration à l'échelle locale. Donc, au sein d'un même site, là, il n'y a pas de structuration génétique. Donc ça signifie qu'on a un groupe homogène au sein d'un même site pour les muscardins. Ensuite, on a voulu aller plus loin dans l'analyse. On a pris les deux sites où il y avait le plus de ruptures écologiques, à savoir celui de Montauban et de Rouget. Donc les ruptures écologiques, c'était soit le passage d'une route nationale, ou alors il y avait des ruptures dans le bocage. Donc on a établi les groupes suivant ces ruptures-là. Et j'ai étudié les flux de gènes. Et bien étonnamment, il y en a malgré qu'il y ait ces ruptures écologiques. Donc pas de structuration et un flux de gènes présent à l'échelle locale. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un bon flux génétique quand on est dans les capacités de dispersion du muscardin. La dernière analyse que j'ai réalisée, c'est celle de la diversité génétique. Alors la diversité génétique, c'est un ensemble d'indices qui peuvent être des proxys de l'état de santé génétique d'une population. Donc je ne vais pas vous lister tous les indices, je vais vous donner les grandes conclusions. Donc si on commence par Châteaubourg, là on a une bonne diversité génétique et un faible risque de consanguinité, donc c'est plutôt des voyants au vert, malgré que cette population soit isolée. Si vous vous rappelez, au début, je vous avais montré qu'elle est très isolée des autres, mais elle se porte bien au niveau génétique. A l'inverse, si on regarde la situation à Plusulien et à Rouget, là on a des indicateurs qui incitent plutôt à la prudence, notamment avec des valeurs de diversité génétique plus faibles et des indices de consanguinité qui sont élevés, donc forcément ça représente un risque plus élevé pour les populations. Et à Montauban de Bretagne, là on a un cas qui est plutôt intermédiaire.
avec une meilleure diversité génétique, mais quand même un risque de consanguinité qui est élevé. Après, ce serait intéressant de étayer un peu ces résultats avec un échantillonnage plus important, parce que plus on a un échantillonnage important, plus on capture une plus grande proportion voilà, du génome de la population totale. Je vais te laisser la parole pour le réseau écologique. Merci. Et donc, on a essayé d'expliquer, de trouver qu'est-ce qui pouvait expliquer cet état des différentes populations. Et pour ça, parce que notamment, nous, on ne s'attendait pas à ce que des populations qui étaient situées à l'ouest, plutôt à proximité du cœur de la population, et finalement un état de santé un peu moins bon que d'autres qui sont situés à l'ouest, qui sont plus isolés par rapport à la première carte que je vous ai présentée. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, vous savez, on a fait des cartes de répartition de l'espèce, on a aussi travaillé sur les cœurs d'habitat et les chemins de circulation du muscardin en Bretagne. Ça, on l'a déjà présenté il y a quelques temps. Et donc, on a été regarder dans un rayon de 7 km quels étaient les cœurs d'habitat autour des populations qu'on a pu analyser. En fait, Châteaubourg, la population elle est très très proche des cœurs d'habitat qui sont identifiés. Rouget et le site de l'Ouest, excusez-moi, j'ai son ouais, Sulien. Ils sont plutôt dans des réseaux bocagés, ils ne sont pas à proximité de cœurs d'habitat bien identifiés. Et puis on va voir Montauban qui va être un petit peu dans une situation intermédiaire. Et quand on présente ça sur une carte, sur un graphe, en fait, plus on va avoir de pourcentage de cœurs d'habitat dans un rayon de 7 km, plus, grosso modo, on va avoir une bonne santé des populations. Donc, évidemment, on a les deux cas extrêmes qui sont les plus clairs, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai pour Rouget et Montauban, il se situe un petit peu au milieu, ça c'était un peu prévu. Donc, la conclusion. Alors, comme tu l'as dit, c'est sans aucun doute, il y a des travaux encore à mener. Et évidemment, en termes d'action conservatoire, on se dit que c'est sans aucun doute sur les populations qui aujourd'hui, malgré le fait qu'elles semblent encore connectées, qu'il va falloir qu'on travaille le plus sur la restauration des cœurs d'habitat et de la connectivité. Et puis, évidemment, ce travail nous a donné une meilleure connaissance des populations de muscardins et puis un petit peu axé notre stratégie. Pour finir, je présente ce travail-là, mais c'est bien mon collègue Thomas Campion qui l'a réalisé, qui a piloté ce projet-là, parce qu'il pilote le Contre Nature. Et finalement, quand même, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, et grosso modo, quand on détruit des habitats d'espèces, généralement les espèces qui sont liées à ces habitats disparaissent, quoi. Donc on mobilise quand même beaucoup de bénévoles, beaucoup de compétences et beaucoup de sciences et un petit peu d'argent public pour bien décrire des choses qui relèvent un peu de l'évidence, mais bon, c'est quand même plus d'arguments. Voilà, merci. Ah non, pas toi. Qui échappera pas. C'est bon le micro, ouais. Simplement, à la fois, il y a un seul applaudi pour la Bretagne, si j'ai bien compris, et par ailleurs, vous expliquez qu'il y a 4 populations relativement différentes. Alors, dans quelle mesure elles sont vraiment très différentes, et par ailleurs, est-ce qu'on peut avoir une estimation du recul historique, c'est-à-dire quand se sont faites les séparations, si c'est l'échelle de décennies, de siècles, de millénaires, je ne sais pas du tout. Voilà. Oui, alors ça reste la même espèce. Les haplotypes différents, c'est juste une forme de l'ADN mitochondrial qui n'est pas le même, mais ça reste grosso modo des populations qui sont différentes. Et alors, donc ça, c'est des gènes qui sont mitochondriaux. Et les microsatellites, donc les marqueurs sur lesquels je me suis basée pour étudier la structuration, c'est sur des gènes nucléaires. Et ceux-là, ils sont spécifiques. Enfin, chaque individu a une combinaison unique de microsatellites. Donc c'est pas du tout la même échelle de différenciation, en fait.
Donc on pourrait dater la séparation des haplotypes avec l'ADN mitochondrial, mais ça c'est de la phylogéographie et on ne l'a pas fait dans cette étude. Justement là, celui-là. Question par rapport, on n'est pas de phylogéographie, j'aurais quelques questions par rapport à l'espèce, parce que je crois que c'est Manuel Freddy qui actuellement travaille sur le muscardin et qui propose que tous les muscardins de Suisse, voire des bons fleurs, etc., soient en fait rattachés de l'espèce. Vous avez des infos dessus, vous pouvez en dire quoi? Ben là, a priori, on n'est pas sur une nouvelle espèce, vu que ça reste du muscardin, mais je... Non. Ah oui, oui. Bon, je vais répondre à la question de Christian, parce que il y a deux théories qui s'affrontent. Johan Michaud, lui, il est très conservateur, j'ai discuté avec lui plusieurs fois, et pour lui, ce sont deux formes de muscardin. Alors, ça fait plaisir à Manuel de considérer que ce sont deux espèces. C'est vrai que la différence génétique est élevée entre les formes d'Europe de l'Est et les formes d'Europe de l'Ouest. Sur d'autres espèces, on considérera, enfin, sur d'autres taxons, on va considérer que ce sont deux espèces. Johan, pour le moment, lui, il est toujours à vouloir garder un seul muscardin. Bon, c'est comme ça. Ce qui est important, est-ce que c'est le nom qu'on lui met? Je ne sais pas. On a le temps pour une dernière question. C'était dans quelle logique vous avez choisi les différents sites par rapport, par exemple, il y a certains sites qui sont dans des milieux bocagères et ceux qui étaient plus près des cœurs d'habitat. Pourquoi vous avez choisi tel site? Alors il y avait deux stratégies, c'est-à-dire qu'on voulait avoir un peu un éloignement géographique des points par rapport à ces notions un peu d'éloignement, des endroits où on soupçonnait qu'il y avait des ruptures, et puis le troisième argument, c'était aussi tout simplement la capacité d'accès sur ces sites-là. Donc c'est des espaces naturels sensibles, on a des forêts de manioc essentiellement, et c'est comme ça qu'on arrive à ça. C'était ça tu sais bien que dans les manips, c'est quand même l'accès au site qui est hyper important. Merci.